Merci beaucoup Angélique, nous retrouverons vos horoscopes demain matin, mais vous pouvez maintenant les retrouver sur son site officiel angélique.fr. La matinale va refermer ses portes dans un instant, merci d'avoir été avec nous. Nous avons eu énormément de propositions pour notre voix mystère. Je vous rappelle que dans la cagnotte du Grand Jeu du Matin, place de cinéma UGC, le dernier livre du journaliste d'M6 Xavier Demoulin à gagner et aussi des chocolats avec des lapins, des poules, des œufs offerts par nos différents chocolatiers du Val d'Oise. Nous réécoutons encore une fois cette voix mystère. Bonjour à vous tous, alors il ne s'agit pas, je vous le rappelle, de Dorothée ou encore de Chantal Goya. La matinale sur LFM Radio 1, il va être 9h dans une poignée de secondes sur la radio du bien-être. Bon réveil avec nous, et oui, celles et ceux qui se réveillent maintenant, on y pense. Et donc, bienvenue encore une fois, bon réveil avec nous, il est 9h. Le flash avec Solène Ledorz. Nous commençons ce flash avec une actualité qui concerne la ville d'Éragny-sur-Oise. Jeudi dernier, Marie-Christine Cavecchi, présidente du Val d'Oise, a inauguré le poste de police et le centre de vidéoprotection d'Éragny-sur-Oise. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Thibault Humbert, le maire de la ville, étaient présents pour l'événement. Ce projet financé à hauteur de 123 000 € exprime la volonté de rendre visible, efficace et accessible la présence des forces de sécurité sur le terrain et réaffirme l'engagement du département auprès des collectivités en matière de prévention et de sécurité. Les travaux réalisés dans les locaux de la police municipale ont permis de créer un nouveau lieu d'accueil mieux adapté au travail des policiers municipaux et d'offrir un meilleur accueil au public. Nous nous rendons à Gonesse, cette fois où une décision vient de tomber concernant les rythmes scolaires. La ville de Gonesse a choisi de rester à la semaine de 4 jours et demi à la rentrée prochaine. C'est la conclusion de la réunion publique organisée samedi dernier par la mairie sur les rythmes scolaires à laquelle une centaine de personnes ont assisté. Au final, elle sera certainement l'une des rares du département à faire ce choix avec court dimanche, mais cette décision n'est pas une grande surprise. En janvier dernier, le maire PS de Gonesse, Jean-Pierre Blasi, avait invoqué l'intérêt de l'enfant pour justifier sa position et avait rappelé l'engagement de développer des activités périscolaires. Les professeurs des écoles, quant à eux, se prononcent majoritairement pour un retour aux 4 jours. Un premier groupe de travail se réunira demain soir pour évoquer des questions sur l'organisation des temps d'activité périscolaire. Notre département est pointé du doigt par la Fédération des usagers de la bicyclette et pour cause, la plus grosse commune du Val d'Oise est très défavorable à la pratique du vélo. Effectivement, la ville d'Argenteuil est certes fleurie mais pas vraiment cyclable si l'on en croit le baromètre des villes cyclables lancé par la Fédération des usagers de la bicyclette. Elle obtient une note de 2,20 sur une échelle allant de 1 à 6. Les usagers évoquent un manque d'aménagement et des problèmes de vitesse et d'incivilité des conducteurs de voitures. Nous nous rendons maintenant à Roissy en France qui organise une journée de recrutement dédiée au métier de la logistique et de la supply chain. Le forum d'emploi est ouvert à tous, avec ou sans expérience. Plus de 250 offres d'emploi sont proposées au public par les entreprises participantes. Ce forum aura lieu mercredi prochain de 10h à 16h à la Maison de l'Environnement à Roissy en France. Nous terminons ce flash avec une pièce de théâtre à la ville d'Herblay. La représentation Didon et Aîné d'Henri Purcell se tiendra au théâtre Roger Barra. La virtuosité et le talent de l'ensemble Diderot sont mis au service de ce chef-d'œuvre de Purcell. C'est mercredi à 20h45 au théâtre Roger Barra à Herblay. Merci beaucoup Solène, nous vous retrouverons à 12h15 pour d'autres informations valdoisiennes. Le bar de l'économie, ça arrive dans un instant. Bonjour Florence Fleur, au programme du bar de l'économie pour ce lundi 26 mars. Bonjour Christophe, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, c'est les crypto-monnaies, un sujet tant attendu par tout le monde, tellement ça semble et c'est compliqué. Si vous n'y connaissez rien, vous aurez tous les détails dans un instant. La matinale vous souhaite une excellente journée et à demain, 7h, 9h. Rejoignez Marie-Françoise et son équipe à 15h dans l'émission Bien-être. Bonne journée. Merci Solène, à vous aussi. À demain matin. Reportage en thalassoéthermalisme. Découverte des médecines complémentaires. Actualité médicale. Avec la participation de médecins et professionnels de santé. Toutes les clés pour rester en forme. L'émission qui fait du bien sur IFM Radio Anga. C'est du lundi. Non, on reste pas tout seul.
oublié quelque chose. Ça va pas? Bonjour, portail, j'avais pas fermé le portail. Francky qui m'ouvre un texto. Ah, mais c'est pas grave. Ça va se fermer. Bonne émission. Merci Christophe, à tout à l'heure. Ah bah, on y va le plus vite possible tellement on a de choses à dire. Ok. Comme d'habitude. Allez. On n'a pas le temps de s'ennuyer en économie. Hein, surtout en ce Je moment. baisse le micro, on est parti. Eh bien, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine au bar de l'économie. C'est tout de suite. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin, la première des crypto-monnaies, mais il en existe en fait plus d'une centaine. Et comme les autres, sous des noms comme Ethereum, Ripple, Dash, aucune n'est soumise à aucun État ni à aucune autorité centrale. C'est une nouvelle manière de créer de l'argent assez opaque, il faut le dire. En fin d'année dernière, sa valeur a explosé. 5 000, 10 000, puis 15 000, puis est retombée à 9 000 $. On voit se développer des crypto-monnaies, mais attention, les arnaques se sont multipliées aussi. La communauté du Bitcoin regrouperait aujourd'hui une vingtaine de millions d'utilisateurs dans le monde, dont plus d'1 million de particuliers sud-coréens. Depuis avril 2017, le Japon l'a officiellement reconnu comme un moyen de paiement légal et la bourse de Chicago a lancé les premiers échanges de produits financiers permettant de spéculer sur son évolution en décembre dernier. Il existe donc désormais une possibilité de parier sur son évolution, de quoi donner des gages sérieux à une devise très volatile. La banque d'affaires Goldman Sachs le fera, mais avec d'extrêmes précautions et pour de riches clients triés sur le volet. Le Bitcoin, comme l'or, ne dépend pas d'une banque centrale ou d'une autorité politique. Il est donc très pratique pour blanchir de l'argent, échapper à l'État, à l'hyperinflation. La quantité de Bitcoin actuellement serait de 16,7 millions, mais ne pourra de toute façon pas dépasser 21 millions, ce qui explique son succès en Chine aussi, ou dans des pays comme le Venezuela. Le Bitcoin n'est pas non plus sans danger, je vous l'ai dit. Près d'1 million de bitcoins ont été hackés ou volés. Alors à quoi servent les crypto-monnaies? Est-ce une monnaie propice aux activités illégales, un bon investissement ou un risque certain? On l'achète dans l'espoir de faire fortune en quelques clics, mais il existe des escrocs. Et pour répondre à ce phénomène complexe, j'accueille deux experts. Jean-Antoine Galéjot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint à la Caisse d'épargne Île-de-France, qui fête d'ailleurs ses 200 ans d'existence le 22 mars, la semaine dernière, donc, fondée en 1818 par Benjamin Delessert et François de la Rochefoucauld-Liancourt, deux philanthropes qui souhaitaient encourager l'épargne populaire dans une période marquée par des conditions économiques et sociales difficiles. Tiens donc, on se croirait en 2018, la Caisse d'épargne est devenue en 200 ans une banque de plein exercice. À vos côtés, Philippe Herlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et puis surtout vous publiez J'achète du Bitcoin aux éditions Erol, un guide super pratique, je dirais, pour miser sur ces nouveaux placements. Alors avec tout, on sait tout dans ce petit guide, c'est pourquoi je pense que c'est une bible. Achetez-le, vous expliquez le fonctionnement, leur réel potentiel, comment les acheter, comment les stocker en toute sécurité. Bref, un petit guide à avoir dans sa poche au moment où on veut acheter des crypto-monnaies. Avec vous deux, nous verrons la genèse, comment acquérir des crypto-monnaies, conseils pour débuter, comment conserver les cryptos, la fiscalité bien sûr, et puis peut-être des événements majeurs si on a le temps. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant notre pause musicale, une info sur une nouvelle arnaque justement qui sévit. Un monsieur se fait passer pour un réparateur d'électroménager. Il est installé à Enghien. Les bains, il demande en moyenne 180 €, prétextant un acompte pour commander des pièces détachées. Mais sachez que vous ne le reverrez jamais, il est malin, il fait une facture de passage et non pas un devis d'acompte pour pièces de rechange. Il se fait payer en espèces et vous accompagne même au distributeur. Quelquefois, il part avec une pièce de votre appareil. Bien sûr, c'est une arnaque. Prévenez votre entourage si vous entendez ce message. Et tout de suite, on part. Une pépite, allez, souvenons-nous. Souvenez-vous, ça va vous rappeler de très bons souvenirs. C'est donné, c'est après. Il n'y a pas 100 cryptos, il y en a 1500. 1500, bon moi je me suis trompé, vous rectifierez. Je rectifie alors? Enfin non, j'ai dit plus d'une centaine, alors vous direz 1500. Hein. Oui, vous rectifiez, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est PDF 200 €. Enfin vous direz, voilà. Alors... Donc, je commence par les blockchains. Oui, vous inquiétez pas, je vais introduire la question. Parce que je reparle un peu du Bitcoin pour vous éviter de dire tout ça. Donc après on aille dans le vif du sujet.
ça, je vais pas le dire. On laisse pas beaucoup, bien sûr, parce qu'on n'a pas trop le temps. 1 minute 50, voilà, ce sera très bien. Ouais, là, ça fait juste 1 minute là, qui est lancée. D'accord. Je coupe au bout de 2 minutes si tu veux. Non, mais 1 minute 50, on reprend, tant pis. Après, les autres, j'ai pas doublé ma feuille. C'est qui le suivant? C'est Lavilliers? Bernard Lavilliers, ouais. Alors en fait, là, au début, c'est une pépite qui nous rappelle des souvenirs, puis après, je prends de la musique contemporaine, Ouais. des nouveaux titres ou... Ouais, on est sur nous. On y va. Alors, notre sujet du jour, ce sont les crypto-monnaies et le bitcoin et les blockchains. En 2016, 7 grandes institutions financières avaient déclaré s'unir pour développer une infrastructure blockchain pour le post-marché des PME, mais depuis motus et bouche cousue des banques françaises. Pourtant, certaines banques privées commencent à regarder de plus près. Et oui, le bitcoin a un code source, un livre de compte et un réseau de transactions publiques, alors que le réseau SWIFT des banques françaises est beaucoup plus obscur. En 2018, l'Allemagne s'est pourtant associée à la France pour réclamer une régulation mondiale des crypto-monnaies et de la blockchain qui concurrence les banques. La folie du bitcoin s'est développée sur tous les continents, même en Corée du Sud, 3e marché au monde où le gouvernement tente d'en réguler l'usage. La Suisse a permis depuis 2014 l'installation d'établissements financiers par lesquels on peut acheter de la crypto-monnaie. Le français Marc Karpelès, patron de la plateforme d'échange MTGOX, a été mis en examen au Japon en septembre 2017 pour un détournement de fonds. Il est soupçonné d'avoir empoché 2,3 millions d'euros de dépôts de bitcoin. Pourtant, plusieurs entreprises essayent aujourd'hui de faire des levées de fonds. La société Dom Raider, une société clermontoise, compte ainsi lever l'équivalent de 35 millions d'euros pour lancer une plateforme de vente sur enchère sur le web. Certaines rumeurs indiquent qu'Amazon pourrait accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement, car l'entreprise a acheté plusieurs noms de domaines de crypto-monnaie, et il miserait ainsi sur l'Amazon Token. 52% des clients américains d'Amazon ont répondu qu'ils utiliseraient une crypto-monnaie pour acheter sur Amazon. Donc 45% seraient bien prêts à l'utiliser comme leur banque principale. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, aurait embauché une équipe pour travailler sur un projet de crypto-monnaie. Si c'est le cas, 2018 sera incontestablement l'année du Bitcoin. Et ça pose des questions financières, de droit, de sécurité, je pense en principe, bien sûr, aux hackers. Alors, Jean-Antoine Galéjot, pouvez-vous nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est la blockchain? Oui. Alors tout d'abord, bon anniversaire à la Caisse d'épargne Île-de-France qui fête ses 200 ans. Ça prouve au moins que des banques peuvent vivre très longtemps et on souhaite le même succès aux blockchains. Alors les blockchains, c'est quoi? Si on le traduit en français, ça signifie une chaîne de blocs. Donc je vais vous expliquer plus en détail ce qu'il en est. Mais la blockchain, c'est une nouvelle technologie. Alors quand je dis nouvelle, c'est un petit peu exagéré puisqu'elle est apparue fin 2008, début 2009. Et elle a été proposée par un certain Satoshi Nakamoto. Alors je dis un certain parce que le Satoshi Nakamoto, à ce jour, est encore inconnu. On ne sait pas s'il s'agit d'une personne ou d'un groupe de personnes. En tout cas, c'était certainement des informaticiens de haut vol. Et ils ont mis en place, ils ont créé, justement pour pouvoir créer des crypto-monnaies, un protocole qui permette de sécuriser tout ce système. Ce protocole s'appelle le blockchain. Et la blockchain est une innovation majeure qui est basée sur ce que l'on appelle un registre distribué. Et je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est. Et ce registre distribué permet de conserver des données ou justement de les faire circuler. Et elle repose, la blockchain, sur 3 piliers essentiels qui sont la transparence, la sécurité et surtout l'absence de tiers de confiance. Donc on va examiner ces 3 points. La transparence. La transparence, dans une blockchain, vous pouvez voir tout ce qui est écrit dans la blockchain. Vous pouvez rajouter des enregistrements, mais vous ne pouvez pas les modifier. Alors l'exemple classique qui est cité sur Internet, vous allez sur n'importe quel site, on cite toujours le même exemple,
C'est finalement un grand livre sur lequel vous pouvez écrire, mais que vous ne pouvez pas modifier. Moi, je prends un autre exemple. Je prends par exemple une carte d'identité que je mets sous une cloche de verre. Une cloche de verre, donc un nouveau métal que j'ai inventé. Personne ne peut le détruire, mais vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez la carte d'identité. Vous pouvez lire le nom, le prénom, mais vous ne pouvez pas modifier les données. Voilà. Donc ça, c'est la transparence. Donc c'est très clair. On en reparlera certainement avec les crypto-monnaies, puisque cette transparence, forcément, n'est pas forcément si anonyme que ça. Le deuxième point majeur après la transparence, c'est la sécurité. Une blockchain est très sécurisée. Elle est sécurisée pour deux choses, parce qu'elle utilise des modes de cryptage, ce que l'on appelle du hash, à ne pas confondre avec la drogue. Donc c'est bien un système de cryptage, et le Bitcoin est notamment crypté en SHA-256, donc c'est sur 256 bits, donc très difficile à violer. Et puis la deuxième sécurité, c'est que finalement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le registre est distribué. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise, vous avez sur votre disque dur la liste de vos clients, la liste de vos achats et ainsi de suite. Là, dans la blockchain, cette liste, elle n'est pas à un seul endroit physique, elle est sur 1000, 2000, 10 000 ordinateurs différents. Par exemple, Bitcoin est sur plus de 12 000 nœuds. Des nœuds, ce sont justement des ordinateurs indépendants. Et donc, pour hacker ça, il faudrait prendre la majorité de l'ensemble des ordinateurs. Donc, c'est quasiment inviolable. Donc, vous pensez que c'est vraiment difficile pour un hacker de violer une blockchain? Que l'on soit bien d'accord, sur la blockchain, c'est quasiment inviolable. Après, on verra, on parle effectivement de hack au niveau des crypto-monnaies, parce qu'il y a des salles de marché, enfin des places de marché, qui, elles, sont beaucoup moins sécurisées. C'est les sites Internet, si vous ne le sécurisez pas, ça passe au travers. Donc, on a vu la transparence, on a vu la sécurité. D'ailleurs, la blockchain Bitcoin, à ce jour, il n'a pas été prouvé qu'elle a été hackée. D'accord ? Et puis derrière, vous avez l'absence de tiers de confiance. Alors ça, c'est la grande révolution, c'est-à-dire que l'absence de tiers de confiance, ça veut dire qu'on peut faire des opérations monétaires sans passer par les banques. Oui, ce qu'on appelle le tiers de confiance, c'est une banque, justement. Voilà. C'est pour ça qu'on s'adresse à une banque. C'est pour être sûr que notre argent ne sera pas volé et puis investi en toute légalité. Alors les tiers de confiance, en général, ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les notaires, et également les nouvelles plateformes, puisque Uber est une plateforme, ce que l'on appelle une plateforme comme Facebook et ainsi de suite. Or, aujourd'hui, justement, les blockchains, on les nomme les Uber killers, donc les tueurs d'Uber, parce que le modèle Uber, à terme, il est condamné. À terme, vous allez, aujourd'hui, si vous voulez commander un VTC, vous allez sur une appli, le VTC vous géolocalise et vient vous chercher, et Uber touche 20% de com au passage. Demain, vous contacterez une blockchain, qui est un programme informatique qui est complètement libre sur Internet. Donc, vous ne paierez pas les 20% à Uber. Le VTC, lui, pourra augmenter ses tarifs de 10% et les vôtres seront baissés de 10%. Voilà, une des puissances de la blockchain. En fait, alors vous voulez nous dire que la blockchain, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire des échanges sans passer par l'humain. Sans passer par l'humain. La confiance n'est plus sur le tiers de confiance précisément, mais elle est sur l'ensemble du réseau. Et il y a des technologies qui garantissent l'ensemble. Alors, pour terminer sur les blockchains, il y a plusieurs cas d'usage. Évidemment, il y a les crypto-monnaies qui s'appuient dessus, mais il n'y a pas que ça. Vous avez le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, qui maintenant délivre les diplômes et les met sur une blockchain. Donc, c'est inviolable, vous ne pouvez pas les modifier. Donc, dès qu'un étudiant vient et prétend avoir un diplôme du MIT, vous n'avez qu'à regarder la blockchain et vous êtes sûr que l'info, elle n'est pas trafiquée. Alors que les étudiants, parfois, ont tendance à dire qu'ils possèdent le diplôme ou qu'ils l'ont eu en telle et telle année. Ça, c'est impossible. Vous avez Everledger, qui est une société néerlandaise, qui répertorie tous les diamants sur une blockchain. Donc, si un diamant est volé, automatiquement, sur la blockchain, on a toute la traçabilité, le poids, la taille, etc. du diamant. Y compris à la Caisse d'épargne de France, mais oui, avec Natixis Asset Management, on a fait une opération de souscription de WCVM, donc des SICAV, en utilisant une blockchain. Donc c'était une grande première, donc on est assez fiers. Et puis vous avez, tout à l'heure je parlais d'Uber, vous avez aux États-Unis Arcade City, qui justement fonctionne sur une blockchain sans Uber. Et si on va plus loin dans le modèle Uber, puisque vous citiez l'intelligence artificielle, demain vous commanderez votre taxi sur Uber et c'est une voiture autonome qui viendra.
Alors ça, c'est pas tout à fait sûr, mais on aura le temps d'en reparler. Alors, Philippe Herlin, est-ce que la blockchain réinvente l'économie? Et si oui, pourquoi? Oui, c'est-à-dire que la blockchain, bon, comme on vient de le voir, c'est ce qui sert. Au départ, ça a été inventé par Satoshi Nakamoto, par le Bitcoin, pour faire circuler la monnaie. C'est-à-dire la blockchain, c'est la base de données des transactions. Et comme il n'y a pas de tiers de confiance, il n'y a pas de banque au-dessus qui certifie les transactions, et bien elles sont certifiées par le fait qu'elles soient rendues publiques. C'est-à-dire toutes les transactions sont publiques, elles sont partagées entre l'ensemble des ordinateurs participants au réseau. Et c'est de cette façon que la monnaie circule. Donc, on a inventé la blockchain pour ça, pour faire du paiement en Bitcoin. Et puis ensuite, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que la blockchain pouvait aussi servir de support sur lequel on allait construire d'autres services, des services financiers. Alors par exemple, on peut certifier un document, c'est-à-dire on peut rattacher un document à une transaction donnée, et ensuite ça permet d'attester que tel document existait sous telle forme, à telle date, et ça c'est indubitable parce que c'est inscrit dans la blockchain. Donc on peut gérer des droits de propriété. Et il y a notamment des pays émergents qui s'en servent pour constituer un cadastre, parce que c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Et si on doit attendre qu'il y ait tout un réseau de notaires qui se mettent en place, ça prend du temps. Donc on peut le faire par la blockchain. Et il y a plusieurs pays émergents en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique centrale qui utilisent ça. On peut aussi servir de ça pour gérer des titres financiers. Alors il y a les marchés boursiers qui servent à gérer les grandes valeurs qu'on connaît. Mais pour les petites valeurs qui ont un volume d'échange assez faible, les gros systèmes centralisés, les grosses bourses sont des systèmes trop coûteux. Et là, la blockchain permet de gérer les achats et ventes et les échanges, donc les échanges de droits de propriété sur des actions, mais de façon nettement moins coûteuse. Et donc ça permet de gérer des titres financiers qui ont un volume d'activité plus faible. Ça permet de sécuriser des chaînes d'approvisionnement et donc de lutter contre la contrefaçon. Et c'est quelque chose d'important, on le voit aussi bien dans le produit de luxe, mais aussi dans le médicament. On estime qu'il y a de l'ordre de 20% des médicaments dans le monde qui sont faux. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça cause des morts. Hein. C'est quelque chose de tragique. Bien sûr, on en parle en ce moment. Et donc, il y a plein de sociétés qui se réfléchissent à mettre en place des blockchains pour certifier la circulation des médicaments, donc du producteur, du fabricant, jusqu'au distributeur. Et justement, le fait que ce soit une blockchain, c'est quelque chose qui ne peut pas être modifié, ne peut pas être modifié. Donc, c'est quelque chose de transparent, d'indubitable et qui sert de confiance à l'ensemble des acteurs, aussi bien distributeurs, producteurs, fabricants, etc. Et donc, c'est pour ça que la blockchain permet de réinventer quantité de secteurs dans l'économie. Ça permet aussi d'ubériser Uber, comme on vient de le dire, c'est-à-dire que des sociétés très centralisées qui récupèrent toute l'info et qui la redispatchent ensuite, mais qui prennent une commission assez importante au passage. Hein. Uber, ils prennent 25% de commission, c'est quand même un peu beaucoup, quoi. Et ben, avec une blockchain, on pourrait faire à peu près le même service, mais avec une marge, avec une commission qui serait nettement plus faible. En fait, ça veut dire que derrière, intéressant pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de secteurs de l'économie qui peuvent être impactés. Mais ça veut dire qu'il faut toute une équipe d'informaticiens pour faire ça. Ah oui, non, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit non plus. C'est pas gratuit, mais c'est moins cher que des systèmes centralisés. Ça c'est clair. Donc ça va être la toute puissance de tous ceux qui font des études informatiques là, quand on vous écoute là. Oui. En fait, hein, on a l'impression que c'est les ordinateurs qui vont gérer avec c'est déjà beaucoup le cas, mais la blockchain va rajouter ça. Mais enfin, il ne faut pas voir ça comme la toute-puissance des informaticiens. C'est que justement, comme on a affaire à des systèmes qui sont transparents, qui sont publics, bah justement, ça permet de remettre un peu de transparence dans des systèmes qui, aujourd'hui, sont très centralisés. Et si les GAFA s'intéressent à la blockchain et aux crypto-monnaies, bon, parce qu'elles se rendent compte que c'est un créneau énorme en expansion, mais la logique des crypto-monnaies et de la blockchain, ça va aussi contre les GAFA qui sont des systèmes qui sont extrêmement centralisés, qui sont des systèmes en silo. Et la blockchain remet aussi en cause leur pouvoir et c'est une bonne chose parce que quand on voit ce qui se passe avec Facebook et l'affaire de vol des données, on a envie de plus de transparence et la blockchain, ça va dans ce sens-là. Donc ça va permettre de conserver de manière sécurisée les données, en fait. Voilà. C'est ça que vous nous dites. C'est inviolable. Hein. C'est une des grosses forces de la blockchain. Donc en fait, c'est un programme informatique, pour résumer, pour que nos éditeurs comprennent, c'est un programme informatique qui permet, mais qui... C'est un protocole, c'est ce que l'on appelle, c'est un protocole qui a en son sein un certain nombre de règles, voilà, qui sont immuables. Mais pour ça, il faut accepter que ces données soient dans un cloud, je suppose. Non, justement, elles ne sont pas dans un cloud, elles sont distribuées, c'est-à-dire qu'elles sont dans les ordinateurs de milliers de personnes. Vous-même, vous pouvez
aller sur Internet et dire, moi maintenant je vais commencer à miner du Bitcoin, c'est-à-dire à valider des blocs pour générer du Bitcoin. Et si vous êtes choisi, donc vous téléchargez toute la blockchain sur votre ordinateur et ainsi de suite. Donc c'est vous qui assurez la sécurité et la confiance du système. Alors merci Jean-Antoine Galégeau. Philippe Herlin, alors est-ce que ça comment dire, remet en cause toute notre notion du big data et de l'open data, tant qu'on y est? Non, au contraire, ça va dans le même sens parce que bon, tout ce qu'on appelle big data, c'est vrai que c'est un terme un peu valise, un peu vague, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus submergé par l'information et il y a aussi un problème d'anonymat, de contrôle de l'information que l'on a ou qu'on génère quand on va sur des sites. Bon, la blockchain, ça peut permettre de gérer ça de façon plus transparente. Et puis, il faut aussi comprendre que si de l'information qui nous concerne personnellement circule sur la blockchain, ça ne veut pas dire forcément qu'elle va être publique pour tout le monde, elle peut être anonymisée. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Comme je parlais tout à l'heure d'une blockchain sur les médicaments, c'est pas forcément ouvert à tout le monde parce qu'on n'a pas forcément envie que tout le monde sache comment circulent les médicaments. Donc ça peut être anonymisé, ça c'est pas du tout contradictoire. Oui, il faut dire qu'il y a des clés pour accéder à l'information. Merci beaucoup. On fait une petite pause musicale et après on rentre directement dans le sujet des crypto-monnaies. Je me suis trompée sur quelque chose? Sur votre nom? Oui, c'est Go. Ah, il faut dire Go, pardon. Ah oui, c'est Go. Voilà. Comme vous m'avez jamais repris quand on s'est au téléphone, alors du coup, je sais pas. Désolée. C'est pas grave. Donc là, on passe sur la genèse. Alors, est-ce qu'on fait la genèse très vite, hein? Alors, très vite, je partirai de 2007, 2008. Je ne ferai pas l'historique. Et puis, non, on ne fait pas l'historique. On parle juste des dernières... voilà, puis vous compléterez, peut-être. Non, parce qu'après, j'aimerais que Philippe Herlin s'exprime sur les principales crypto-monnaies. Après, on rentre dans le processus de comment acheter. Enfin, moi, je suis votre guide. Hein. Ah, mais c'est intéressant. Ah bah, c'est un sujet super. On pourra en parler des heures. En une heure, je vois que finalement, on ne va pas avoir... Mais il faudra revenir. Ah bah, il faudra nous inviter. Bah, avec plaisir. Bah, au contraire, hein, il y a ce sujet, et puis ça évolue, là. Je suis persuadé que c'est une révolution. Trop répandu. Déjà, les blockchains se répandent. Là, les gens cherchent. Oui, il y en a plein. Internet a mis 25 ans pour exploser. Le TCP a été créé en 70 et Internet a vraiment explosé en 95. Ça date de 2009. Ça n'a que 9 ans. Et aujourd'hui, vous voyez, quand la Banque de France, tout ça commence à s'y mettre, c'est qu'ils voient que... Mais moi, quand j'ai préparé cette émission et que je commence à en parler à droite à gauche, tout le monde me dit « Ah, je commence à m'y intéresser. » Et tout le monde s'y intéresse. Par contre, il faut être très très prudent parce que sur les cryptos, vous pouvez perdre gros comme vous pouvez gagner gros, mais vous pouvez perdre gros. Ouais, le gros souci, c'est à laquelle acheter. Voilà. C'est dans les conseils, là, vous prenez les 15-20 premières en capitalisation qui sont les plus anciennes et vous n'avez pas trop de risques. Il ne faut pas acheter les ICO, des trucs comme ça. Ah oui, il n'est pas d'accord, vous voyez, ça c'est bien. Non, bah voilà, c'est ça, on n'est pas d'accord. Allez, on y retourne. On y retourne. C'est les plus forts, c'est suffisant. Ok, on y va. Allez, nous sommes sur IDFM, on parle des crypto-monnaies. Aujourd'hui, un sujet bien sensible avec Jean-Antoine Galégeau et Philippe Herlin. Alors, pourquoi les cryptos, la genèse? Allez, Jean-Antoine Galégeau, peut-être en premier, pour y répondre. Oui, on va essayer. Donc, la monnaie a évolué au cours du temps. Donc, au départ, effectivement, on avait du sel qui servait de monnaie, ce qui a donné le nom au mot salaire, entre autres. Et puis, la monnaie s'est matérialisée petit à petit jusqu'à donner création des fameux billets de banque qui sont apparus en Europe au cours du 19e siècle. Mais d'ailleurs, ils étaient déjà utilisés en Chine bien avant. Et c'est étrange, on parle de la Chine, et dans les crypto-monnaies, les mineurs et ceux qui ont la plus de puissance, ce sont également les Chinois. Donc ils sont assez versés dans la monnaie. Mais comment sont nées les crypto-monnaies et à peu près en quelle année? Il faut savoir qu'au cours de l'année 2007-2008, il y a eu dans le monde une forte crise financière. D'ailleurs, il y a eu des noms qui sont devenus très célèbres. Je passe sur Bernard Madoff, qui avait fait une pyramide de Ponzi, donc un scandale. Et puis il y avait les fameuses subprimes, qui sont des prêts hypothécaires à risque. Voilà. Et tout ça a fait que le système financier et immobilier a connu une crise très grave. Elle a été même tellement grave que l'impensable s'est produit avec la faillite du monstre qui était Lehman Brothers et qui a coulé le 15 septembre 2008. Donc à partir de là, le grand public a manifesté une défiance envers trois entités. Très forte défiance évidemment envers les banques,
envers l'État et envers la monnaie. Alors envers les banques, pourquoi? Parce que finalement le grand public disait, vous avez créé quoi? C'est quoi ces produits toxiques que vous nous avez créés? Vous ne les avez pas contrôlés et aujourd'hui il y a beaucoup de particuliers qui sont en faillite. Envers l'État, bien entendu, vous l'État, c'est vous qui devez contrôler le système bancaire, vous l'avez mal contrôlé, donc vous êtes coupable et on n'a plus confiance. Et pire, la sortie de crise, à l'époque, si vous vous souvenez, les différents États avaient réinjecté des finances aux banques et en laissant les particuliers sur le bord du chemin. Donc défiance envers les banques. Et puis bien entendu, défiance envers la monnaie, puisque les gens s'apercevaient que leur monnaie valait du jour au lendemain beaucoup moins. Et à partir de là, il y a eu un vent libertaire qui a soufflé. Alors certains disent des anarchistes, c'est plutôt du libertaire. Et il y a eu un certain Satoshi Nakamoto que l'on a cité, donc une personne ou un groupe, on ne sait toujours pas, qui a proposé ce qu'on appelle un white paper, donc un livre blanc. Et donc il a proposé la création de la crypto-monnaie Bitcoin. Voilà. Et c'est à partir de là que la crypto-monnaie Bitcoin est née. Et pour que la crypto-monnaie fonctionne, bien entendu, il a créé ce que l'on a vu tout à l'heure, la blockchain, qu'il a également appelée Bitcoin. Comme ça, il n'y avait pas trop de confusion. Et le premier Bitcoin a été créé le 3 janvier 2009 à 18h15 minutes et 5 secondes. Vous voyez, c'est très précis parce que vous allez sur Internet, vous regardez la blockchain et vous voyez le premier bloc qui a été fait par Satoshi Nakamoto. Alors attendez, vous nous dites on va sur Internet, on va voir la blockchain. On fait comment? Il y a un lien, donc je n'ai pas donné le nom, mais je pourrais vous le fournir. Donc vous avez une chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, et à l'intérieur vous tapez le numéro du bloc, donc le premier bloc c'est le bloc 0, et puis vous le trouvez. Alors si vous voulez, vous allez consulter mon blog, je fais un petit peu de pub au passage, istiablog.com, et à un moment j'ai mis gestion du premier bloc qui s'appelle le bloc Genesis. Dans votre livre, vous citez ça aussi? Vous citez la Genèse, Philippe Erlin? Oui, bien sûr, je reprends tout l'historique parce que c'est une histoire très intéressante. Au début, c'est né dans l'esprit de quelques milieux libertariens, anarchistes américains. À l'époque, le Bitcoin ne valait strictement rien. C'était un truc de geek. Voilà. Puis pendant plusieurs années, c'est c'est un truc comme des copains qui font un truc, ils disent on va faire ça. Au départ, c'est une bande de copains qui se sont dit on va faire ça, on va le faire circuler entre nous. Voilà, alors que ça valait strictement rien. Enfin, voilà. Et puis progressivement, les médias s'y sont un peu intéressés, ça a commencé à valoir quelque chose, quelques dixièmes, quelques centimes de dollars. Bon, voilà, et c'est une histoire qui est tout à fait passionnante parce que c'est une idée géniale qui a été reconnue assez rapidement en quelques années, quoi. Voilà. Bon, maintenant tout le monde comprend. Alors, il y a beaucoup aussi d'emportements. Quand on regarde le cours, on voit que c'est très volatile. Mais fondamentalement, il faut bien comprendre que c'est une idée géniale et que c'est là pour durer. Ça, c'est clair. Alors justement, Philippe Erlin, je rappelle que vous êtes vous êtes écrivain du livre J'achète du Bitcoin. Quelles sont les principales crypto-monnaies en ce moment? Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, le Bitcoin était le seul. Et d'autres se sont créés ensuite parce qu'il faut bien comprendre que c'est un milieu totalement concurrentiel. Le Bitcoin ne bénéficie d'aucun monopole, aucune provision privilégiée. Et puis, là, on est dans un univers de code source, de code open source, c'est-à-dire que tout est transparent, quoi. Sur votre ordinateur, Windows, il y a une partie du code à laquelle vous ne pouvez pas accéder. On n'a pas accès. Le code du Bitcoin, il est parfaitement public. Donc, si vous êtes informaticien, vous pouvez le copier, vous faites quelques modifs, et puis hop, vous avez créé votre propre crypto-monnaie. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y en a on en compte plus de 1300. Bon, vous allez sur CoinMarketCap, je dis dans le livre, qui recense toutes ces crypto-monnaies existantes. Bon, n'importe qui peut en créer. Donc voilà. Alors ensuite, créer une crypto-monnaie simplement pour dire je donne mon nom à une crypto-monnaie, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il y en a beaucoup qui ont disparu ou qui végètent. Maintenant, il y en a aussi plein qui ont eu des idées différentes pour apporter un avantage comparatif. C'est exactement comme dans un système concurrentiel de n'importe quel marché. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle l'Ethereum, qui a été créé par un Russe qui vit au Canada, qui s'appelle Vitalik Buterin. Et lui, il s'est posé la question par rapport à la blockchain, c'est-à-dire il n'a pas tellement cherché à faire une monnaie qui sert vraiment de monnaie de transaction. Enfin, pour lui, c'est secondaire. Donc, l'Ether, il ne cherche pas trop à le développer, mais il s'est concentré sur une blockchain qui soit facile à programmer, plus facile à programmer que celle du Bitcoin. Et donc, c'est lui qui a un peu raflé la mise sur toutes les applications de la blockchain. Donc, l'Ethereum est numéro 2.
Et puis ensuite, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont apparues parce que les transactions sur le Bitcoin aujourd'hui, alors il faut bien dire aujourd'hui, mais ça va changer parce que le code évolue, mais aujourd'hui, les transactions sur le Bitcoin sont assez lentes. On ne peut pas faire plus de 7 transactions par seconde sur le Bitcoin, ce qui est très long parce que sur système Visa, on pourra faire des milliers par seconde. Donc c'est pas encore mis à l'échelle, mais c'est en train d'être mis à l'échelle. Mais en tout cas, c'est pas encore mis à l'échelle. Et donc, il y a beaucoup de monnaies qui se sont engouffrées dans ce créneau-là pour dire, nous, on peut faire des transactions qui sont instantanées, plusieurs centaines ou plusieurs milliers par seconde. Et c'est le cas des monnaies comme Ripple, dont on parle beaucoup, qui est une monnaie qui a été créée par des banques, pour les banques, un peu pour remplacer Swift, enfin remplacer, ou en tout cas faciliter les transactions d'une monnaie à l'autre et d'un pays à l'autre, qui aujourd'hui sont assez lentes et assez coûteuses. Et Ripple résout ça. Il y a aussi Bitcoin Cash, qui est une sorte de fork, du Bitcoin. Bitcoin Cash, il y a d'autres monnaies qui, elles, jouent uniquement sur le côté transaction et elles ne cherchent pas à développer la blockchain, vous voyez. Donc il y a une concurrence qui s'est développée et où chacune cherche à apporter des avantages comparatifs par rapport à l'autre, soit en termes de blockchain, alors, parce qu'il n'y a pas que Ethereum, il y a aussi d'autres concurrents d'Ethereum, comme Neo, comme EOS, etc., Cardano, qui se sont créés et qui cherchent, elles aussi, à développer le côté blockchain, et puis d'autres qui cherchent à développer le côté transaction, monnaie, voilà. Mais ceci dit, le Bitcoin est encore toujours numéro 1, et il y a des évolutions de son code pour que sa blockchain devienne plus facile à programmer que c'est le cas aujourd'hui, et pour que des transactions plus rapides et plus nombreuses puissent se faire. Et ça, c'est une évolution à laquelle on devrait assister au cours de l'année qui vient et des prochaines années. Ouais. Alors, si on veut acquérir des crypto-monnaies, Philippe Herlin, on fait comment? Alors, là, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, parce que le milieu des crypto-monnaies, c'est aussi un milieu où il y a beaucoup d'arnaques. Parce que c'est très facile de créer un site, de dire envoyez-moi vos euros et je vais vous envoyer des bitcoins. Les gens envoient leurs euros, puis ensuite il ne se passe rien, quoi. Voilà. Et on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques. C'est un milieu que les gens ne connaissent pas forcément. On ne peut pas aller acheter des crypto-monnaies à sa banque, à la banque du coin. Donc, oui, il n'y a pas ce tiers de confiance, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Et puis les banques elles-mêmes vendent. Elles pourraient, peut-être qu'elles vont le faire un jour. Il y a quelques banques dans le monde qui commencent à vendre des crypto-monnaies. Par exemple, il y a alors pas vraiment une banque, mais ce qu'on appelle une néobanque, une banque sur Internet, qui est une banque anglaise Revolut, mais qui est disponible en Europe et en France. Une fois qu'on a un compte, normalement, on peut acheter quelques crypto-monnaies, mais c'est très rare. Donc, si vous voulez acheter des crypto-monnaies aujourd'hui, il faut se débrouiller, c'est la foire d'emploi. Voilà, alors vous allez sur Google, vous tapez acheter des bitcoins, vous pouvez tomber sur des sites pas du tout recommandables. Donc c'est l'avantage de votre livre. Voilà, c'est pour ça que je référencie des sites en basant sur le site bitcoin.fr qui recense les places de marché, ce qu'on appelle les places de marché, c'est-à-dire les endroits où on envoie des bitcoins, on envoie des euros et on récupère des bitcoins ou de l'Ethereum, si on va acheter de l'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies. Et ces différentes places de marché sont notées par les utilisateurs du site bitcoin.fr, qui est un peu le site de la référence. Okay. Donc je donne les différentes places de marché. Alors il y a un acteur français qui s'appelle Premium, il y a Kraken qui est un des principaux, il y a Bitstamp, il y a Coinbase, bon voilà, enfin les principales places de marché qui sont des acteurs dignes de confiance, qui respectent tout à fait la législation, c'est-à-dire que quand vous créez un compte, vous envoyez votre pièce d'identité, il y a un justificatif du domicile, donc c'est des choses qui sont tout à fait réglementaires. Ensuite, vous faites un virement SEPA de votre banque, donc les choses sont tracées, c'est pour ça quand j'entends dire Bitcoin ça sert à blanchir, tout ça, bon, enfin, déjà pour acheter le Bitcoin, vous faites un virement SEPA de votre banque, donc vous êtes déjà tracé, vous expliquez à votre banquier pourquoi vous faites un virement de quelques milliers d'euros comme ça, et les choses sont parfaitement transparentes, mais il faut jouer la carte de la transparence, quoi. Bon, voilà. Et ensuite, donc, ce que vous voulez nous dire là, c'est que tous ceux qui disent le Bitcoin finance le marché noir, Daesh, ça c'est faux. Non, ça c'est faux parce que, comme on l'a expliqué au début, la blockchain c'est la base de données des transactions. Donc, si jamais vous faites des transactions illicites, elles sont inscrites ad vitam aeternam dans la blockchain. Alors, vous pouvez peut-être éventuellement faire quelques paiements illégaux, récupérer de l'argent comme ça, sans que ça se voit trop, mais un jour ou l'autre, si vous ou une des personnes avec lesquelles vous avez fait une transaction se fait choper parce que à un moment, il va récupérer l'argent sur son compte bancaire, donc il y aura une transaction SEPA, donc il y aura une connexion entre une personne physique et un compte Bitcoin à ce moment-là. Et à ce moment-là, on pourra ressortir toutes les transactions blockchain, dans la blockchain, toutes les transactions qui ont été faites. On pourra tirer le fil et tout retrouver. Et les gens qui font des trafics illicites, ils veulent surtout pas laisser des traces. Voilà. Donc il faut savoir que les trafics illicites, ils se font
dans les banques qu'on pignon sur rue. Il y a des grosses banques internationales qui ont eu des procès. Et puis ça se fait dans les centres offshore, etc. Ça se fait pas avec les crypto-monnaies. C'est pas du tout pratique. Ou alors ça se fait en cash directement, évidemment. C'est ce qui est le plus simple en cash. Mais ça se fait pas par les crypto-monnaies. C'est une part vraiment marginale, mais un jour ou l'autre, on se fait piquer, c'est clair. Donc, moi, je partage complètement cet avis. Et quand vous allez dans le darknet, qui est une partie un peu cachée de l'internet, effectivement, tous les trafiquants, tout ça, ils disent il faut surtout pas passer par le Bitcoin, puisque le Bitcoin, maintenant, ils se sont aperçus que c'est pas aussi anonyme qu'on le dit. Donc c'est clair pour le. Alors par contre, je crois que c'est né de l'historique du Bitcoin. Au départ, il y a eu effectivement, vous citiez tout à l'heure Mongox et la société de Carpeles. Et effectivement, elle au départ, elle faisait beaucoup de son chiffre d'affaires avec une société qui s'appelait Silk Road et qui vendait de la drogue sur Internet. Donc à l'époque, effectivement, c'est né en disant voilà, on finance la drogue et tout, parce qu'il y avait moins de contrôle. Mais comme ça a été expliqué, depuis, maintenant, on vous demande les cartes d'identité, on vous demande le passeport, un mail et ainsi de suite. Donc ça évolue pas mal. Et puis une autre précision, j'ai retrouvé le Jean-Antoine Galligo, je rappelle que vous êtes directeur à la Caisse d'épargne, Île-de-France, il faut dire. Et donc je rappelle le nom du site pour trouver le bloc Genèse, donc c'est blockchain.info/fr. Et quand vous allez sur ce site, vous allez trouver. Et par contre, je voudrais revenir sur comment on peut acquérir des cryptos, parce que je crois que c'est très important. Le marché est quand même volatile, donc moi je conseille la plus grande prudence, on ne se jette pas sur ce marché. Essayez d'acheter des petites sommes, 100 € de Bitcoin, 100 € d'Ether, 100 € de Cardano. Vous dites qu'il faut diversifier ces Il investissements. faut diversifier. Par contre, vous avez plusieurs moyens pour acquérir de la crypto. Moi, j'en connais 6. Très rapidement, le premier, le plus simple, vous allez à la maison du Bitcoin à Paris. Il y a des gens qui vous font des cours, qui vous conseillent, c'est gratuit et vous pouvez acheter du Bitcoin ou d'autres devises. Ça, c'est hyper simple et vous êtes bien encadré. La deuxième chose, ce sont les places de marché, comme on a vu, Poloniex, Coinbase. Comme disait Philippe Erlin. Comme disait Philippe, ça, bon, donc il faut bien les choisir. Et en principe, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous avez un petit truc, ça c'est pour le fun si vous voulez démarrer, ça s'appelle des faucets. C'est des petits sites publicitaires et en fonction du temps que vous passez sur le site et des jeux que vous faites, ils vous versent des pouillèmes de Bitcoin. Ça marche plus avec les frais de transaction augmentés, ça marche plus maintenant. Ça s'appelle des Satoshi puisque c'est le 100 millionième du Bitcoin en unité, donc vous êtes un petit peu rémunéré. Mais ça marche plus vraiment. Ensuite, vous aviez les fabriquer vous-même. Assez curieusement, si vous êtes mineur, donc là on ne va pas rentrer dans le système du minage, mais si vous validez des blocs, vous êtes rémunéré. Ah, mais ça marche plus parce qu'il faut une puissance de travail énorme et donc un particulier ne peut plus le faire. Le particulier ne peut plus. Au tout début, ça on oublie. Voilà, on oublie sauf de se mettre dans le cloud et donc vous touchez un pourcentage. Après, vous avez ce qu'on appelle des airdrops. Donc les airdrops, c'est vous obtenez des crypto-monnaies gratuitement. Il suffit de donner son adresse mail et l'adresse d'un portefeuille et vous recevez des crypto-monnaies. Alors c'est généralement des crypto-monnaies qui se lancent, donc comptez pas faire fortune là-dessus. Et le dernier moyen, ce sont les ICO. Alors ça, c'est un petit peu dangereux. Mais ça, c'est pas gratuit, il faut payer ça. Alors ça c'est une introduction en bourse. ICO, c'est... Voilà, ça c'est vous achetez. Voilà, c'est comme une émission en bourse de titres nouveaux. Donc c'est une nouvelle valeur qui se lance et on vous demande de payer. Donc là aussi, il peut y avoir beaucoup d'arnaques puisque vous pouvez envoyer 1000 € et puis peut-être que vous n'aurez rien du tout. Ou alors, vous avez les gens qui vous envoient la crypto, qui font ce qu'on appelle un dump en pump, c'est-à-dire qu'artificiellement, ils font monter les cours et puis une fois que tout le monde a acheté au plus haut, ils revendent en masse et puis vous, derrière, vous avez les yeux pour pleurer puisque les cours s'écroulent. Voilà. Mais voilà, ce sont les 6 façons pour approcher et acquérir des cryptos. Enfin, les 6 façons, mais Philippe Erlin, vous en notez que 2, évidemment, principales. Oui, voilà, c'est les places de marché. C'est les places de marché, ou alors aller à Paris, à la maison du Bitcoin pour se faire former. Voilà, si on veut vraiment, même si on craint de faire ça devant un écran d'ordinateur, oui, on peut tout à fait aller à la maison de Bitcoin. On a la chance d'avoir en France, donc c'est le seul endroit physique en France, mais il y a un endroit où on peut rencontrer des gens qui sont tout à fait compétents dans ce domaine. D'ailleurs, j'ai fait le lancement de mon livre à la maison de Bitcoin. C'est des gens que je connais, qui sont très bien, très compétents. Et donc là, on peut aller sur place et ils nous expliquent concrètement comment ça marche. Et on vient avec sa carte bleue et on a un compte avec une petite clé Ledger avec ses Bitcoins et voilà. Donc on est pris en main. Donc pour les gens qui ne veulent pas faire ça devant un écran d'ordinateur, ils peuvent aller à la maison
à la maison de Bitcoin, 35 rue de Voilà, Pierre. sinon pour les autres, il faut leur conseiller d'acheter votre livre parce que vous dites tout, vous, dans votre livre. Voilà, c'est je vraiment donne tout. le guide du pas à pas Voilà, de comment investir. Dans toutes les étapes, et puis aussi la façon de sécuriser. Parce que bon, même les places de marché dont j'ai parlé tout à l'heure, ce sont des acteurs reconnus, mais il faut toujours imaginer le risque de faillite qui peut arriver. Hein, c'est bon. Et à ce moment-là, on peut les mettre sur une clé Ledger, c'est-à-dire que c'est une sorte de petite clé USB avec un écran qui coûte une centaine d'euros, donc c'est pour des sommes un petit peu conséquentes. Et à ce moment-là, on protège ces clés. Et même si on perd ces clés-là, on peut retrouver son portefeuille. J'explique comment on peut protéger ces clés? Non, c'est-à-dire on protège ces bitcoins. D'accord. On protège l'accès à ces bitcoins. Et donc même si la place de marché sur laquelle on les a achetés fait faillite, bah, c'est pas grave, on les a personnellement. C'est comme avoir de l'or chez soi, voilà. D'accord. Et donc on les transfère sur une clé, voilà, et on a cette clé qu'on garde quelque part. Et on a ces clés qu'on garde. Et même si on perd ces clés, il y a un mécanisme qui permet de retrouver les bitcoins qu'on a sur son portefeuille. J'explique ça précisément. Donc c'est un peu la méthode ultime pour sécuriser ces bitcoins. Donc il faut aussi voir tous ces aspects-là. Alors justement, continuons sur les conseils pour débuter. Quelles sont les places, si vous aviez un petit conseil à donner tous les deux? Je rappelle que je suis en compagnie de Philippe Herlin et de Jean-Antoine Gallego. Quels sont les conseils? Sur quelle place faut-il aller? Il y en a combien? Une dizaine? Oui, voilà, enfin il y a un peu moins d'une dizaine. Voilà, les noms qu'on a dit tout à l'heure, Kraken, Bitstamp, Premium, voilà, Coinbase, qui permettent de façon sécurisée d'acheter et d'investir. Et assez simple d'ailleurs d'investir et de mettre un peu d'argent dans Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Donc vous disiez que sinon l'important c'est d'avoir une clé physique sur laquelle on extrait ces bitcoins. Comment on fait pour ça? Alors ça, j'explique dans le livre, c'est un peu long, mais c'est une façon de sécuriser. C'est-à-dire, plutôt que de les laisser sur une place de marché, il est conseillé de les avoir en propre. C'est comme si on achète des lingots d'or. Bon, si on les laisse à la banque et que la banque fait faillite, il y a peut-être un risque, voilà. Donc il vaut mieux les avoir chez soi ou dans un coffre, voilà. Dans un coffre, voilà. Donc c'est un peu la sécurité ultime que je conseille quand on a une somme un petit peu conséquente placée en crypto-monnaie. Et ce conseil, il est également donné par les places de marché où on achète le bitcoin, ou bien c'est à nous d'acheter d'abord cette clé? Nous, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Voilà, c'est à nous de le faire. Donc il faut être déjà très au courant et donc formé quand même. Voilà, il faut être formé, mais disons qu'il y a pour les crypto-monnaies, de façon plus générale, il faut pas investir parce que ça a monté, parce que c'est vrai qu'en 2017, les cours ont explosé. Alors, il ne faut pas se dire, ça a monté, je vais acheter. Il faut comprendre, comme n'importe quel investissement, quel que soit que ce soit une action ou n'importe quoi, il faut comprendre comment ça marche. Il y a un petit coup d'entrée, il faut passer un peu de temps, c'est clair. Mais c'est nécessaire pour bien comprendre comment ça marche et ensuite voir tout le processus. Et puis ensuite, si on a une somme un peu importante, et qu'on veut la garder pour plusieurs années, ce que je conseille, moi, c'est pas un investissement à court terme, c'est plutôt du long terme. À ce moment-là, la meilleure solution, c'est quand même de mettre ça sur un coffre physique qu'on garde chez soi, qui permet d'avoir une sécurité optimale. Alors poursuivons sur la conserve justement des cryptos. Qu'est-ce que vous conseillez, Jean-Antoine Gallego? Moi, le même conseil, le plus efficace, c'est la clé Ledger. Donc il y a un autre modèle qui est une clé Trésor, qui s'appelle Trésor, T-R-E-Z-O-R, qui est sur le même principe. Parce que finalement, il faut savoir que quand vous êtes sur les crypto-monnaies, vous avez deux clés. Vous avez ce que l'on appelle une clé privée et une clé publique. La clé privée, c'est la clé de votre coffre-fort. Donc c'est celle que vous ne devez jamais, jamais, jamais communiquer. Et puis vous avez une clé publique, c'est celle qui vous permet de faire les achats, les ventes, c'est le numéro de portefeuille que vous donnez. Donc l'idéal, c'est de cacher votre clé privée. Alors quand vous êtes dans les sites que l'on a cités, là, dans les places de marché, vous n'avez pas la clé privée, c'est la place de marché qui la conserve. Donc si la place de marché se fait hacker, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps avec NEM, où il y a eu 500 et quelques millions de hackés, là, vous avez tout perdu. Donc l'astuce, effectivement, c'est de sortir ces fonds, de les mettre soit sur une clé privée, soit vous avez également sur du papier. Donc vous faites un wallet, un portefeuille papier, et vous avez la clé privée qui est sur votre papier, sauf que là, il ne faut pas le perdre. Et là, assez curieusement, les gens sauvegardent le papier dans les banques. Alors là, c'est la boucle qui est bouclée, puisque les cryptos, c'est en dehors des banques, mais vous sauvegardez malgré tout la confiance dans les banques. Voilà. Donc, où faut-il conserver toutes ces informations sinon?
Voilà, c'est à chacun C'est tout de le voir problème. ou de cacher On ou va sur voir une un compte clé. de banque, justement. Voilà. Voilà. On va à sa banque. Et un conseil, c'est quand vous ne connaissez pas, allez quand même sur des forums parce que vous avez des gens qui sont spécialistes qui répondent à toutes vos questions. Vous avez notamment, je vais sur un forum qui s'appelle CryptoFR, qui est très très bien. Vous avez des spécialistes, c'est totalement gratuit. Vous posez les questions, vous avez les conseils, vous avez le pour, le contre. Et il ne faut pas investir sur un coup de tête. Il faut prendre le temps, comme expliqué tout à l'heure. Il faut prendre le temps, regarder comment ça fonctionne. Et moi, ce que je conseille, c'est de télécharger une appli sur votre portable et de faire une simulation d'achat. Et vous voyez au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, si vous aviez gagné, si vous aviez perdu, ce qui vous permet de comprendre le fonctionnement des cryptos. Alors, quelle appli vous conseillez tous les deux? Il y a une appli qui s'appelle Blockfolio C'est qui celle-là. permet de suivre son portefeuille de crypto. Si on en achète plusieurs, bon, on peut n'acheter que le Bitcoin qui est la monnaie de référence, qui est la monnaie numéro 1, et qui, pour moi, garde en toute façon le meilleur potentiel à long terme. Bon, maintenant, il y en a d'autres qui pensent que l'Ethereum peut devenir numéro 1. Bon, voilà. Mais après, derrière, ça me semble plus difficile parce que ce sont uniquement des monnaies qui font du paiement ou uniquement de la blockchain. Donc, qu'elle devienne numéro 1, ça me semble plus difficile, quoi. Alors que le Bitcoin est sur les deux aspects, à la fois le paiement et à la fois la blockchain. Donc, bon. Mais ceci dit, voilà, si on décide de diversifier un peu, d'acheter des ICO, comme on en parlait tout à l'heure, l'ICO, c'est un peu une sorte d'introduction en bourse, mais qui se fait avec des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on n'achète pas des parts du capital, on achète ce qu'on appelle des tokens. Et ce qui est intéressant dans le phénomène, c'est que ça démocratise le capital risque. C'est-à-dire que si vous voulez investir dans une start-up américaine, aujourd'hui, en tant que Français, c'est pas possible. Il faut être sur place et puis il faut être dans un fonds d'investissement. Bon, l'avantage de l'ICO, c'est que n'importe qui peut investir dans n'importe quelle structure. Alors maintenant, il y a aussi pas mal d'arnaques. Et puis, de toute façon, quand n'importe quel investissement, il faut faire un travail d'étude pour voir si c'est réellement l'équipe vaut le coup, si le projet est intéressant, etc. Donc, il y a un travail à faire, ce qui demande du temps. Mais si on veut, mais ça peut être une activité pour un épargnant, tout à fait, quoi. Voilà. Donc, si on a plusieurs monnaies comme ça, la façon de les suivre, c'est Blockfolio, qui est une des meilleures applis, qui est gratuite, et on rentre toutes ces cryptos, et puis on voit un peu comment son portefeuille évolue avec le temps, quoi. Voilà. Alors, donc, vous avez parlé de l'ICO. Là, ça semble un peu compliqué, l'ICO. On passe à une autre étape que la crypto-monnaie pure, en fait. Alors, l'ICO, c'est quand une entreprise, une start-up, décide de lancer un projet, et au lieu d'émettre des actions, comme c'est le cas Ils émettent des tokens. Ils émettent des tokens qui sont en quelque sorte des bons d'achat. C'est-à-dire, si une entreprise se lance dans le cloud, par exemple, et veut vendre des services de cloud, de mettre ses données dans un nuage, ils vendent ce service-là, eh bien, le token permettra de payer pour utiliser les services de cette société. C'est-à-dire, on pourra mettre ses données sur le cloud de cette société. Bon, maintenant, tout le monde n'a pas forcément besoin d'utiliser ce service-là. Et l'autre avantage, c'est que ce token, on peut aussi le revendre sur un marché contre des bitcoins. C'est-à-dire que ça devient aussi un actif financier. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que on peut décider d'acheter le token de ces sociétés sans avoir besoin du service de cloud. Mais comme on pense que le projet de la société est intéressant, qu'elle a une bonne équipe et qu'elle va croître dans les années qui viennent, eh bien on se dit, on fait un pari sur l'avenir, on achète le token, et puis dans quelques années, on le revendra avec un profit important. Voilà, donc ça c'est du pur capital risque, hein, parce que c'est les sociétés qui se lancent. Donc même dans le milieu traditionnel du capital risque, on sait qu'il y en a, quand il y en a une sur 10 qui réussit, c'est bien. Bon, bah, dans les ICO, le pourcentage ne sera pas forcément beaucoup plus élevé. Mais disons que ça permet à un investisseur particulier qui n'a pas de contact avec des fonds d'investissement et qui veut investir dans une start-up qui ne se trouve pas en France, eh ben, il peut le faire. Aujourd'hui, c'est impossible. Avec les ICO, on peut investir sur une société qui se lance à Singapour. Moi, j'ai investi dans une société qui lance une place de marché qui est située à Singapour. Voilà, on peut investir dans une société qui se lance aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes, encore plus que si on achète du Bitcoin, hein, parce que la société peut ne pas réussir. Il y a aussi pas mal d'arnaques. Il y a des gens qui lèvent l'argent et puis ensuite ils partent avec la caisse. Hein, c'est arrivé. Bon, maintenant, on est en train de rentrer dans un âge un peu adulte de ce marché, donc c'est en train de se stabiliser, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Mais disons que pour ceux qui aiment bien investir, pour ceux qui s'intéressent aux technologies émergentes, pour ceux qui auraient aimé faire du capital risque, mais qui n'ont pas une fortune personnelle et qui n'ont pas accès à des fonds d'investissement, et ben, c'est une occasion, concrètement, de pouvoir investir dans des startups qui se lancent en France, en Europe ou dans le monde. Et au niveau mondial,
le volume d'argent levé par les ICO a dépassé celui du capital risque. Donc c'est un vrai phénomène qui a une vraie importance dans le développement des startups au niveau mondial. Justement, voilà. Et dans les avantages, si vous me permettez, il y a quand même un avantage, c'est que quand vous êtes une société et que vous faites appel à l'épargne publique, il y a dilution de votre capital, c'est-à-dire que vous êtes obligé de céder des actions. Là, comme il n'y a pas d'émission d'actions, vous ne cédez pas de capital. Et sur les ICO, il y a eu effectivement ces derniers jours quelque chose d'important, puisque Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a dit il faut que la France devienne une place importante dans les ICO, ce qui était quasiment contradictoire à ce qu'il disait avant le fameux G20 qui a eu lieu le 19 et le 20 mars. Donc, je pense qu'ils se sont aperçus que toutes ces technologies, la blockchain, les cryptos et tout ce qui court alentour, doit être certes contrôlé, mais que c'est vraiment l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, il nous reste 2 minutes d'antenne. Effectivement, sur les tokens, il y a des sociétés américaines il y a un grand investisseur américain qui lui aussi a dit qu'il allait tout miser sur les tokens. Donc, il faut qu'on suive ça de près. Un dernier mot quand même sur la fiscalité des cryptos, parce que c'est fiscalisé malgré tout. C'est une fiscalité qui est assez confiscatoire aujourd'hui parce qu'elle est liée à l'impôt sur le revenu. C'est soit des BIS, soit des BNS. Donc, ça revient à l'impôt sur le revenu, ce qui fait que si on a acheté des cryptos il y a très longtemps et qu'on a fait un gros profit, on peut être taxé à 50-60%, ce qui est vraiment confiscatoire et ce qui va pousser les gens qui ont fait des gros profits à aller s'installer à l'étranger, ce qui est vraiment pas malin. Maintenant, on peut espérer une évolution et en mois de janvier, il y a le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a dit qu'il faudra peut-être taxer les cryptos à la flat tax, c'est-à-dire à 30%. Et à ce moment-là, ce serait plus intéressant et ça permettrait de garder chez nous les gens qui ont fait des plus-values intéressantes. Donc il faut espérer qu'on aille dans ce sens-là à l'avenir, pour garder cet écosystème, parce qu'il faut comprendre derrière les cryptos, là on a parlé des placements, de l'épargnant qui peut en acheter, mais il y a toute une économie qui est en train de se lancer, il y a des startups, et ça c'est un gisement d'emploi, d'intelligence, de croissance qui est incontournable pour un grand pays comme la France. Donc il ne faut surtout pas se couper, et l'évolution de Bruno Le Maire est intéressante, il faut suivre ce que ça va donner, mais en tout cas c'est intéressant, ça va dans le bon sens. Il faut espérer que la France prenne conscience du potentiel économique énorme des crypto-monnaies. Exactement, et on peut dire qu'on peut se poser des questions avec les cryptos et les tokens. Comment sera fixé le prix des services en fonction des zones géographiques? Est-ce qu'il y aura un second marché de tokens? Combien de tokens devront être issus? Quelle politique monétaire, comme vous l'avez dit? Bref, on a de quoi refaire une autre émission sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc, Philippe Herlin, je rappelle votre livre « J'achète du Bitcoin » aux éditions Erol. C'est la Bible, moi je dis. Et puis Jean-Antoine Gallego, donc vous êtes directeur à la Caisse d'épargne qui a développé un outil de blockchain. Merci à vous deux pour votre présence. On vous dit, chers auditeurs, à demain. Bonne journée à vous tous. On vous laisse en compagnie d'Isabelle Durand et de son équipe pour de la musique. Eh ben dis donc, c'est passé comme une lettre à la poste, notre petite émission. Vous avez vu ?